Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture combiné de mai et de juin parce que j'ai pas eu le temps de vous les tourner avant. Alors sachant que mon appareil photo vient de faire une espèce de mise à jour très bizarre, il s'est réinitialisé j'ai l'impression. Donc j'espère qu'il ne me refera pas ce qu'il a fait pour le bilan combiné. C'était quoi déjà? Mars-avril? Oui, voilà. Donc j'espère qu'il ne le refera pas et que le son sera correct. Ce serait formidable. La dernière fois j'ai oublié de vous donner les préférés des mois dont je vous ai parlé, donc de mars et avril, donc je vais peut-être commencer par ça même si ça n'a rien à voir. En ce moment tout bug, faut le savoir, tout. Donc bon, c'est un peu... ça donne un peu n'importe quoi. Alors, pour mars, le meilleur c'était The Woman Who Would Be King de Karakuni, donc la biographie d'Hatshepsut par l'historienne, l'égyptologue même, américaine. Et le moins bon, dont c'était pas... Le moins bon c'était Woman's Hotel, parce que... Voilà, de Daniel Lavry, je crois. Je m'attendais à quelque chose de super intéressant et en fait, non, c'était pas... Voilà. Ça a pas trop fonctionné. Et le meilleur d'avril, bien sûr, c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, sachant que c'était un super bon mois et qu'il y en a plusieurs autres dont j'aurais pu vous parler. Hein. Donc, roman de Gabriel Zevin qui est merveilleux. Et les moins bons, en fait, c'était des manuscrits que j'ai lus, donc je ne peux pas vous en parler. Il n'y avait pas vraiment de moins bons, en fait. En avril, c'était vraiment un super mois. J'ai pas pu choisir vraiment de moins bon. Peut-être Girlfriend on Mars parce qu'il m'a déprimé, mais c'était pas mauvais en fait. C'était juste que moi ça m'a déprimé. On va donc passer à mai. Alors en mai, j'ai lu Message de ma soeur. Qui a acheté des livres? Pardon, c'est ma soeur, elle me parle trop. Donc en mai, j'ai lu 14 livres et je peux vous parler de... Oula, pourquoi c'est minuscule? Ah, je vais dire. Alors en mai, je peux vous parler de 2, 4, 6, 8 livres. Et en juin, j'ai lu 17 livres et je peux vous parler de 7 livres. Bon, ok. Très bien. Alors, on va commencer par mai. Alors, pour le mois de mai, j'ai eu une idée un peu débile. Enfin, un peu débile, entre guillemets. En fait, c'est les Imaginales en mai. D'ailleurs, j'ai pas pu vous faire de bilan parce que j'étais... Le mois de mai, c'était très chargé et le mois de juin est arrivé très vite et il a été aussi ultra chargé et du coup, voilà. J'ai pas trop beaucoup eu de temps. C'est pas français cette phrase. Donc j'ai eu une idée un peu, enfin pas idiote, mais j'ai voulu en fait en mai, comme c'était enfin déjà en avril puis en mai, comme c'était le mois des Imaginales, lire surtout pour les Imaginales. Et du coup je m'étais fait une petite palle, tout ça, voilà. Que j'ai pas du tout respecté. Hein. Et j'ai toujours pas fini d'ailleurs Gagner la guerre de j'allais dire de Jean-Laurent Delcourt, pas du tout. De Jean-Philippe Blavatsky. Il me reste pas beaucoup, hein, mais voilà, c'était, voilà, j'avais besoin de lire d'autres trucs parce que c'était long. Et surtout, donc, j'ai commencé mon mois de mai, enfin, j'ai fini mon mois d'avril et commencé mon mois de mai en lisant Heretics of Dune de Frank Herbert, donc le tome 5 de Dune. Alors, je vais dire Dune à partir de maintenant. Parce que... donc, le tome 5 de Dune, qui s'appelle, je crois, Les Hérétiques de Dune, ou un truc comme ça, en français. Je n'avais pas envie de le lire de base parce que j'ai vraiment, enfin, quand je prends un peu de recul, je me rends compte que j'ai vraiment pas aimé le tome 4, hein, le dieu empereur de Dune, oui, l'empereur dieu de Dune, plutôt, oui. The God Emperor of Dune. J'ai pas du tout aimé ce livre et du coup j'avais pas du tout envie de continuer en fait. Je me suis quand même dit, allez, il faut que je finisse cette série parce que je veux avoir la satisfaction de me dire, parce que j'ai commencé plusieurs séries de fantasy ou de science-fiction, et il n'y en a pas beaucoup que j'ai fini. J'ai fini Fondation, enfin j'ai fini les 5 tomes principaux de Fondation, j'ai pas encore lu les préquels, mais c'est une série que j'aime bien donc ça va. J'ai abandonné The Witcher alors que j'étais en train de lire le dernier tome parce que non, parce que non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était trop long et il y avait des choses que vraiment je n'appréciais pas du tout dans cette série, donc autant laisser cette série, enfin abandonner cette série et me concentrer sur des séries que j'apprécie plus. Et donc Dune, j'aimais pas le tome 4, mais j'ai quand même aimé les 3 premiers tomes et donc j'avais envie de retrouver en fait l'univers de Frank Herbert et certains personnages. Donc voilà, je me suis dit on va y aller. J'ai eu beaucoup de mal au début parce que voilà, c'était bizarre, mais en même temps c'est toujours bizarre Dune. Pour vous dire, je n'ai commencé à surligner ou à prendre des notes entre guillemets qu'à partir de... Je sais que ça arrive assez tardivement par rapport à d'habitude. Ben, la première note que je trouve là pour l'instant c'est la page 206. Donc autant vous dire que pendant les 200 premières pages... Non mais, pitié. Arrêtez-le. je vais m'arrêter de lire juste parce que j'en ai marre. Et petit à petit ça a été.
parce que j'ai retrouvé l'écriture de Frank Herbert que j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi retrouvé sa façon on va dire, de tisser une intrigue, un peu comme une toile d'araignée qui se resserre, enfin qui se referme en fait sur le lecteur, et le lecteur il a... Quoi C'est un petit peu ça. J'ai aussi retrouvé certaines phrases, du coup j'ai beaucoup moins surligné que dans les 3 premiers tomes. Le 4ème, d'ailleurs j'ai surligné, mais j'ai beaucoup moins souligné, d'ailleurs je surligne pas. J'ai beaucoup moins trouvé de phrases en fait qui m'ont touché ou qui vraiment... Ouais, que j'ai trouvé, je sais pas, ok, peu... J'arrive. Donc si, vraiment beaucoup de phrases que qui montrent que j'ai souligné. On va tout de suite le... J'adore ce mec. Et donc il revient vers Arrakis, donc Arrakis d'une. Il s'appelle Les Perdus, Lost Ones, je suppose qu'ils ont traduit par les perdus. Ou ceux qui sont perdus, ceux qui errent, je ne sais pas. Ceux qui errent, c'est classe. Et donc il retourne sur Dune, et on a cette fille, Shiana, qui a l'air d'avoir une espèce de lien avec les vers des sables. Voilà, c'est un peu étrange. Puis il y a une prophétie qui a été énoncée par l'empereur Dieu avant sa mort. Voilà, ça c'est en gros le résumé du texte. Maintenant, là je vais parler des thèmes, du coup ce sont de potentiels spoilers. C'est pas vraiment des spoilers, c'est juste pour que vous sachiez quels sont les thèmes en fait du texte. D'abord, il y a un gros focus sur le côté sexuel des Bene Gesserit, puisqu'on sait que dans Dune, il y a un breeding program, donc une espèce de programme de reproduction, et qu'elles choisissent en gros une femme qu'elles vont allier à, qu'elles vont allier à un homme pour pouvoir continuer à former une lignée ou pour avoir un mélange de sang particulier. Voilà. Et puis ce sont des êtres physiques, donc effectivement, étant donné qu'elles ont un programme de reproduction, c'est logique qu'elles aient un côté sexuel. Donc ça j'ai trouvé intéressant qu'on se penche là-dessus. Spoiler, là par contre c'est vraiment un spoiler. C'était aussi intéressant de voir les Honored Maitresses, donc les mères honorables, qui étaient en fait ou des marâtres, je sais pas, mater honorabilis, qui sont des révérendes mères, mais dark side, un peu les Sith des Jedi, on va dire ça, si on compare un peu avec une autre série, qui d'ailleurs a beaucoup pris à Dune, mais bref. J'ai beaucoup aimé les intrigues, j'ai beaucoup aimé les complots, j'ai beaucoup aimé les points de vue multiples, parce que j'adore ça dans les livres, les points de vue multiples, c'est vraiment trop mon truc. Alors, c'est trop mon truc, à part quand on ajoute plein de nouveaux personnages. Et là, clairement, on est dans le tome 5 d'une série, mais on ajoute que des nouveaux personnages. On est quand même 1500 ans après le tome 4, donc logique qu'il n'y ait pas vraiment de personnages qu'on connaisse. Donc ça c'est compliqué aussi pour moi parce que j'aime pas en fait quand il y a de nouveaux personnages ajoutés. C'était un des trucs qui me faisait peur dans Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, puisque chaque nouveau tome propose un nouveau cast de personnages qui va s'ajouter au premier cast, enfin ce qu'il en reste. Et du coup c'est compliqué pour moi ce genre de texte, parce que de série, parce que j'aime pas. Trop de personnages ajoutés. Non, laissez-moi avec les personnages que j'ai aimés avant. Ne m'en ajoutez pas encore, merci. Mais là, ça allait, parce qu'il y en a certains auxquels je me suis attachée. On retrouve aussi, oui, l'espèce de stream of consciousness, donc l'espèce de façon d'écrire d'Herbert qui est, alors pas proche de celui de Virginia Woolf, mais c'est le terme qu'on utilise aussi pour parler de l'écriture de Virginia Woolf, l'espèce de
on a le flot de pensée des personnages et on passe de personnage à personnage parfois, ce qui je trouve est assez intéressant. Oui, j'ai aussi aimé que les pensées des personnages interfèrent avec la narration à la troisième personne, parce qu'on n'a jamais de narration à la première personne. J'ai aussi aimé le côté, on va aussi parler d'espèces, je sais pas si on peut dire d'espèces, mais de guildes, on va dire, dont on n'a pas parlé jusqu'ici dans Dune. On a évoqué leur nom, mais on n'a pas vraiment, enfin, on s'est pas concentré sur elles exclusivement. Et là, on va se concentrer du coup sur les Tleilaxu, je suppose que ça se dit comme ça, j'en ai aucune idée, et sur leur Axolotl Tanks. Je sais pas comment on dit en français. On va se concentrer là-dessus du coup, et donc on va aussi se concentrer sur la création de Ghola, ce qui est assez intéressant puisque c'est un thème qui revient depuis le tome 3. Oui, je crois que ça, c'est un sujet qui est introduit dans le tome 3. Donc là, on en apprend un peu plus sur, enfin, ce que je trouve intéressant. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'écriture d'Herbert. Je sais pas, je trouve que ça coule bien en fait. Même si ces livres sont hyper longs et que du coup je mets quand même beaucoup de temps à les lire, j'ai vraiment l'impression d'avancer de manière assez régulière. C'est pas comme Asimov par exemple. Quand je le lis Asimov, je sais que ça va être long et je sais que ça va être... Enfin, même si le texte est plus court que ce qu'écrit Herbert, je sais que ça va me prendre... Enfin, je vais avoir l'impression que ça m'a pris plus de temps. Parce que je vais avoir plus l'impression de patauger un peu dans le texte. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que j'ai... Voilà, j'ai plus d'affinité avec l'écriture d'Herbert qu'avec celle d'Asimov. Donc, mais j'aime aussi Asimov. Non ? Elle devient de plus en plus ridicule en fait à mesure qu'elle essaie de séduire Duncan et que ça ne fonctionne pas. Et elle échoue, elle s'énerve et vraiment il y a des moments, il y a des passages dans le texte où tu es là. Elle a quel âge en fait? Genre elle a 14 ans, elle est en pleine crise de la puberté. Enfin, comment ça se passe? Parce que il y a des moments où elle boude, où elle... Enfin c'est ridicule. Du coup c'est dommage parce que ce personnage aurait pu être sympa et je trouve qu'il a été un peu gâché en fait dans ce tome. On a aussi deux autres Bene Gesserit, Tarasa et Otrade que j'aime beaucoup et j'aime aussi leur espèce de... Alors je ne sais pas si je peux en parler... Oui, si, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'aime bien leur espèce d'équipe, enfin, je trouve ça sympa. J'ai écrit un espèce de truc avec cet accent. Il y a des moments, en fait, je suis un peu estomaquée par ce que Frank Herbert fait à ses personnages. Et du coup, je commente... Oui, non, ça je commente un peu agressivement. J'aurais aimé plus de scènes d'intrigue et plus de scènes où Tarasa est le personnage principal parce que c'est super intéressant en fait et du coup c'est un peu dommage que voilà on la suit en fait sur la planète des Bene Gesserit sur laquelle on est pour la première fois et donc ça c'était top et oui j'ai trouvé un peu dommage qu'elle soit pas aussi présente que les autres mais parce qu'il y a un énorme mais évidemment puisque là je vous parle de choses qui sont très sympas dans ce tome, mais il y a une scène à la fin. Qu'est-ce que... non, non, hein, c'était pas nécessaire cette scène. Donc oui, donc spoiler, il y a une scène sexuelle entre Duncan et je crois qu'elle s'appelle Murbella, mais j'ai un gros doute parce que j'ai pas du tout retenu son prénom, parce qu'en fait c'est pas du tout un personnage important. Donc voilà. Je vous ai pas du tout parlé de Chiana d'ailleurs, je me rends compte, mais où est son nom? Non, bon, je crois qu'elle s'appelle Murbella, mais j'ai un doute. Et donc il y a une scène sexuelle entre les deux et c'était ultra gênant. Et pourquoi avoir ajouté ça? Ça ne servait à rien. C'était gênant à lire, c'était trop aussi. Non, c'était... Je me suis sentie exactement comme quand j'ai lu les scènes sexuelles dans Bride. Vraiment, enfin ce genre de scène c'est pas mon truc dans les livres, j'ai compris. Il y a des gens qui aiment ça et c'est trop bien pour eux, franchement je suis contente pour eux. Mais moi je suis trop gênée. Je lis ça, je suis là, arrêtez s'il vous plaît. Donc non, là c'était non. Et du coup j'avais pas besoin en fait aussi non plus de connaître les techniques des Bene Gesserit comme des choses
comme Vagina Pulsing. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? C'était très gênant, c'était très gênant. J'ai vraiment pas besoin, pas besoin. Donc non, j'avais pas envie de ça dans un roman d'une, en fait. Voilà. Donc très gênant. Tellement gênant qu'en fait j'ai raté un peu la fin. Parce que je crois que mon cerveau est resté en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'ai pas. La fin m'a pas autant. A pas eu un effet aussi important sur moi que ce qu'il aurait pu avoir si j'avais pas lu cette scène avant, et qui a un peu ruiné du coup ma lecture. Et du coup j'ai un peu une espèce de sentiment amer, puisque en fait à la fin, gros spoiler si vous n'avez pas lu ce tome, partez. À la fin en fait Dune est détruite, ce qui explique du coup le nom du dernier tome, qui en fait spoil complètement toute la série, mais bah, quand on le sait pas, on s'en rend pas compte, puisque le dernier tome s'appelle Chapter House Dune, ce qui veut dire qu'en fait c'est Chapter House, la planète des Bene Gesserit, qui devient Dune. Voilà. Et c'est... voilà. Donc je suis contente d'avoir lu ce tome, mais je suis pas sûre, je pense pas en fait que je vais lui laisser 4 ans, je veux dire, je peux pas. Enfin, je sais pas. Je lirai la suite et je lirai la fin, parce que je veux absolument finir cette série, mais... Pourquoi? C'était tellement bizarre. Mais oui, ok. Pourquoi pas après tout, hein? Non, pas. En fait pas. Mais... Ouais. J'ai bientôt fini. Ça, c'est cool. J'espère vraiment que mon ordi pas du tout. Mon appareil fait pas n'importe quoi. Ensuite, on va essayer d'aller plus vite parce que là, je ne vous ai parlé que d'un seul livre. Ensuite, j'ai lu le match d'écriture entre Anaïs Hector, Aurélie Luong, Mafalda Vidal. Je vais vérifier les noms parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mina Jacobson, je sais pas ce que j'avais dit. Marge Nantel, voilà. Marge Nantel, Mina Jacobson et Thomas Fouchot. C'était super bien, c'était vraiment sympa. C'est très court et je crois que ma préférée c'était... J'ai pas noté bien sûr. Je crois que c'était celle d'Anaïs Hector, mais j'ai un doute. Bon, c'était vraiment sympa, c'était cool. Et sachant que ces textes du coup ont été écrits très rapidement, bah, c'est assez impressionnant. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ces auteurs, qui ont par ailleurs écrit d'autres textes, Anaïs Hector et Mafalda Vidal, et Mina Jacobson d'ailleurs, ont toutes écrit une nouvelle chez... ont publié une nouvelle chez 115. Thomas Fouchot est l'éditeur, et Aurélie Long est l'autrice de... Ah, je vais pas me souvenir du titre. La Horde, c'est ça? Je peux dire n'importe quoi. Est-ce que c'est la Horde? Quand vient la Horde? Il y avait quand même la Horde dedans, que j'ai toujours pas lu. Il faudrait. Donc c'était très sympa. Pas grand chose de plus à vous dire, à part que si vous n'avez pas encore lu de nouvelles de chez les éditions 115, allez-y. Allez-y, c'est vachement bien. Ensuite... Alors ensuite on a un audiobook. Bon, on a aussi des livres dont je ne peux pas vous parler. Un jour j'espère vraiment que je pourrai vous en parler. Mais pour l'instant. On a aussi un audiobook, How to Fail Everything I've Ever Learned from Things Going Wrong d'Elizabeth Day. Sur donc l'échec. Alors c'est une lecture, comment dire, on pourrait se dire mais quel intérêt de lire sur l'échec si on a peur d'échouer, comme c'est mon cas. Mais en fait non, c'était vraiment une lecture top. J'ai trouvé que c'était un peu libérateur. Il n'y a pas de moralisation, il n'y a pas de oh là là. C'est vraiment, enfin, c'est des expériences de gens. En fait, elle prend des sections, par exemple, comment rater ses relations, comment rater dans sa vie professionnelle, ce genre de choses. Et elle interviewe ensuite des gens. D'ailleurs, ça vient d'un podcast, si jamais vous voulez l'écouter, je crois qu'il est sur Spotify. Et c'est juste super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça top. Voilà, Voilà, il a été traduit sous le titre L'art d'échouer. Quand rien ne va plus, c'est que tout va bien chez Belfond. Voilà, donc je vous le recommande si vous avez envie de le tester, c'était vraiment bien. Elle nous parle de son expérience, elle nous parle du coup de l'expérience d'autres personnes. Il y a une section sur le suicide qui était assez belle, puisque on a cet homme en fait qui est sans doute connu dans son pays, mais j'avoue je ne le connais pas. Cet homme donc qui vraiment n'en peut plus et qui va sauter d'un pont, et là il y a quelqu'un, un inconnu, random complètement, qui lui parle, et du coup bah, il ne va pas sauter ce jour-là et il va reprendre sa vie en main, et un jour il va essayer de retrouver cette personne parce que du coup bah, il lui a sauvé la vie, et c'était vachement beau, et voilà. C'était vraiment
Ouais, c'est un livre qui permet de se sentir mieux aussi, donc enfin je sais pas, c'était... J'ai trouvé ce livre top. Et je me suis sentie mieux après l'avoir lu. Voilà. Wouh. Donc si ça vous dit, enfin oui, si ça vous tente. Après, je l'ai classé, je crois, dans le développement personnel. Oui, il est classé dans le développement personnel, c'est aussi en quelque sorte des mémoires parce qu'elle nous parle de sa vie. Il y a aussi des gens qui témoignent et voilà, il y a aussi des 7 principes, je crois, de l'échec. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et ça permet aussi de voir l'échec comme autre chose que juste bon voilà, j'ai raté, allez, bye. C'est plus compliqué que ça et bon, ça traite aussi du fait d'apprendre de ses erreurs, tout ça. Voilà, ce sont des beaux messages, je trouve quand même. Et d'ailleurs, j'ai écouté, du coup, c'est un audiobook, hein, et c'est Elizabeth Day qui lit son propre texte, donc ça c'était cool. Ensuite, une lecture pour les imaginales. J'ai lu Nous parlons depuis les ténèbres, une anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Avec, alors, je vais essayer de vous donner tous les titres. Mon dieu, je vais réussir à lire ça. Je vais vous les donner là, voilà. Alors, dans cette anthologie, on a Morgane Cossarieux, Barbara Cordier, Estelle Faye, Lizzie Felton, Cécile Guillot, je trouve ça dit comme ça, Louise Lebar, Miki Papos, Floriane Soulas, Morgane Stankiewicz et Aurélie Wellenstein. Je l'ai fait signer par plusieurs autrices et c'était vraiment une très bonne anthologie. J'ai pas aimé toutes les nouvelles, il y a même des nouvelles où je me suis dit non, mais il y a vraiment des nouvelles top. Ma préférée c'est... Alors celle de Morgane Stankiewicz est ultra perturbante, mais elle est géniale, je pense que c'est ma préférée d'ailleurs. Ça s'appelle Tu aimes les enfants, et rien que le titre on se dit ok. Mais c'était vraiment, vraiment top, c'est ma préférée. Voilà. Et oui, c'est assez rare, enfin c'est assez rare qu'une anthologie soit bonne du tout au tout. Enfin, c'est assez rare d'aimer absolument toutes les nouvelles d'une anthologie, je crois que ça m'est même jamais arrivé, mais c'est normal. Et oui, voilà, celle de Floriane Soulas c'était bien aussi, il me semble, je me souviens plus c'est laquelle. Ouais, celle de Floriane Soulas c'était vachement bien aussi. Celle de Barbara Cordier, La boutique, était vraiment très bien aussi. J'ai beaucoup aimé Val d'Errance de Lizzie Felton qui était vraiment top. Pas de deux avec les ténèbres était très bien aussi. Et La célébration de la mer était très bien. Mais je pense quand même que Tu aimes les enfants était ma préférée. C'était dérangeant, perturbant, gênant à lire, mais parfait pour une anthologie d'horreur. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Est-ce que je peux vous dire autre chose sur ce texte sans vous spoiler? On a vraiment de tout, on va avoir de la fantaisie, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert, parce que c'est la première fois que je lisais Estelle Faye. C'était assez beau, son écriture, j'ai bien aimé. C'était aussi la première fois que je lisais Lizzie Felton avec Val d'Errance et ça m'a donné envie de lire plus de ces textes parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce texte. C'était étrange, c'était fantastique et c'était... On a un peu d'espoir et en fait non. Voilà, bye. C'était vraiment très bien et... J'avais un peu peur de pas, d'avoir du mal avec ce recueil parce que je me suis dit bon c'est de l'horreur donc je vais peut-être avoir voilà. Non en fait ça passait bien. Alors de manière assez ironique j'avais rencontré Aurélie Wellenstein et je lui avais dit que j'avais peur de lire ce texte parce que l'horreur c'était compliqué pour moi. Elle m'avait écrit pour commencer en douceur avec sa nouvelle et je crois que c'est sa nouvelle qui m'a le plus voilà parce qu'en fait à la fin on comprend bref il y a un thème dans cette nouvelle qui m'a que j'aime pas voir en littérature. Ça veut pas dire que la nouvelle était pas bien, elle était vraiment bien. C'est juste que c'est un thème qui me met très mal à l'aise, du coup. Voilà. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'était vachement bien. Alors là, je tombe sur un texte dont je ne peux pas vous parler, mais qui est génial, donc dès que je pourrai vous en parler, je vais vous assommer pour le dire. Ensuite, j'ai lu Philosophy d'Elizabeth Day, c'est la suite en gros de How to Fail, mais un peu sur la forme d'un manuel. Alors, c'est pas. Enfin, j'ai moins aimé celui-là parce qu'en fait c'est juste il y a des choses qui se répètent en fait d'un livre à l'autre. C'est A Handbook for When Things Go Wrong et c'était bien mais oui en fait c'était quelque chose que je venais littéralement juste de lire donc c'était voilà. Oui c'était plus concentré donc pour quelqu'un qui veut voir si éventuellement How to Fail est pour lui peut-être Philosophie en premier mais franchement je conseillerais quand même plutôt directement d'aller vers How to Fail le livre. Voire d'écouter le podcast avant pour voir si ça peut vous convenir. Mais ouais, j'ai bien aimé, mais c'était quand même un peu la même chose que How to Fail en fin de compte. Ensuite, j'ai lu The Fisherman de John Langan que j'ai rencontré du coup aux Imaginales, qui est absolument adorable, qui est ultra sympa, avec qui j'ai discuté, c'était top. Et donc, ce texte, je l'ai conseillé à Mathieu parce que je savais que ça allait lui plaire. Je l'avais pas encore lu, hein, mais je sais pas, je me disais que ça allait lui plaire. Effectivement, ça lui a beaucoup plu. Ça m'a moins plu à moi, mais c'est parce que... Voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire ce texte, je crois que je l'ai lu en un mois, oui, littéralement. Donc bon, voilà, c'est aussi ça qui fait que j'ai moins apprécié le texte.
Et aussi parce que je crois que l'auteur s'inspire en fait de Lovecraft que j'ai jamais lu. Du coup, clairement, il y a des références ou des choses, des thèmes, des façons de faire qui pour moi s'attachent à rien vu que je n'ai pas encore lu Lovecraft. Que Mathieu a lu et que Mathieu aime beaucoup. Donc, voilà, partiellement. Alors, pour vous résumer The Fisherman, on va suivre Abe. Par contre, oui, alors l'écriture est vraiment top. Dès le début, en fait, j'étais en librairie. Et je me demandais est-ce que je vais acheter ce texte vu qu'il est dispo sur Kobo+, autant le lire en numérique et éventuellement voir si je peux l'acheter en papier. Mais comme j'allais rencontrer John Langrand, je me suis dit mais non, on va l'acheter pour le faire dédicacer. Donc, hésitant, je me suis dit on va lire le début et voir ce qu'on en pense. J'ai lu le début, j'étais là, je l'achète. Ce début en fait va reprendre en quelque sorte les premières lignes de Melville Moby Dick. Voilà, bon. C'était déjà emballé quoi. Et du coup, il écrit vraiment très bien. Il donne une vraie voix à ses personnages et ça c'est top. Donc, je vais vous résumer le texte. On va suivre Abe qui a perdu sa femme et qui du coup a beaucoup de mal à se rattacher à la vie. Ce qui va lui permettre de, lui permettre de se relever, c'est la pêche. Voilà, c'est un passe-temps qui va se découvrir et il va s'accrocher à ça. Et il va rencontrer, il y a quelqu'un dans son entreprise qui va vivre la même chose que lui, il va perdre sa famille. Et donc Abe va lui proposer de venir pêcher avec lui, Dan va accepter, et donc ils vont se mettre à pêcher ensemble. Sauf qu'il y a quelque chose dans une des criques où ils vont éventuellement un jour aller pêcher. Un peu, voilà, étrange on va dire. Et donc j'en viens au texte. Alors on a 3 parties. On a la première partie où Abe et Dan vont se rencontrer. La deuxième partie qui ne suit pas du tout Dan et Abe, puisqu'on va avoir le récit de quelqu'un d'autre qui va nous raconter une histoire en fait sur Fisherman Creek, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est Fisherman Creek? Non, c'est Dutchman Creek, je sais plus. Je sais plus comment s'appelle la creek, je crois que c'est Dutchman Creek. Mais du coup, cette personne va raconter une histoire sur la creek où les personnages vont aller pêcher. Et la troisième partie, c'est Abe et Dan qui se rendent dans la creek. La meilleure idée du monde, évidemment. Alors, cette façon de faire, c'est une bonne idée parce que du coup, on rencontre les personnages, on se rend compte de ce qui s'est passé avant et on a la fin de l'histoire. Mais j'ai trouvé que du coup, le rythme était un peu déséquilibré. Ça n'empêche pas d'être top. D'ailleurs, la deuxième partie est sans doute la meilleure puisque du coup, on découvre absolument tout ce qui se passe dans cette crique. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Mais j'ai vraiment eu l'impression de lire 2 livres différents en fait. Et comme je l'ai lu sur un mois, ce qui est vraiment pas une bonne idée, j'ai vraiment... Enfin, c'était... Voilà. Il y a des scènes un peu... dégueu. Ça va encore, mais... non. Voilà. Il y a des références à Lovecraft, en tout cas des thèmes qui peuvent se rapprocher de Lovecraft, clairement. Et la fin. La fin est... terrifiante, je trouve. C'est l'une des meilleures fins de livre d'horreur que j'ai lu, je crois. Je vais vous la spoiler maintenant, donc si vous n'avez pas lu le texte, disparaissez. En gros, à la fin, on comprend que ces espèces de créatures qui reviennent, qui sont en fait les morts, mais revenus à la vie parce que réanimés par le pêcheur, ou The Fisherman, je crois qu'ils ont gardé The Fisherman comme titre, donc ils ont sans doute appelé le pêcheur The Fisherman. Ces créatures peuvent se reproduire. Parce que du coup, il y a une scène qui m'a beaucoup gênée à la fin. Oui, il y a une scène où je me suis dit, mais pourquoi en fait? Et c'est la scène où en fait Abe a une relation avec sa femme morte, revenue à la vie, grâce au pêcheur. Et j'étais là, mais si ta femme revient d'entre les morts, est-ce que le premier truc que tu penses à faire, c'est ça? Non. Donc, bizarre. Et en fait, ça s'explique parce que en fait, cette créature voulait se reproduire. Et donc, ils ont des enfants post-mortem qui se répandent puisque en fait il y a une inondation qui arrive devant la maison d'Abe et il voit sa femme et ses enfants dans l'eau alors qu'ils n'ont pas d'enfants. Terrible, terrible. Cette fin était terrifiante. Je trouve qu'elle est à la hauteur en fait de la fin de Frankenstein. Voilà. Donc c'était un bon livre d'horreur si vous aimez l'horreur et si vous aimez Lovecraft. Et si vous avez envie de vous faire peur. Il y a des scènes un peu dégueu quand même. Notamment au milieu en fait où on découvre ce qui s'est passé au niveau de la crique, tout ça. Des scènes dégueu. Et puis c'est aussi très bien écrit parce que du coup j'ai annoté en fait le livre et je me rends compte qu'il y a beaucoup de moments où c'était juste beau. Voilà. Voilà. C'est très bien. J'en garde un très bon souvenir et cette fin m'a vraiment... Voilà. C'est une fin digne de se mentir en nous.
Ensuite, j'ai écouté La Passe Miroir, tome 2, Les Disparus du Clair de Lune. Alors j'ai écouté une grande partie et après mes heures audio sur Spotify ont disparu, donc je l'ai fini en papier. J'ai bien aimé cette relecture, mais alors normalement Les Disparus du Clair de Lune c'est mon préféré dans la série. Et là je sais pas, j'ai bien aimé mais j'étais un peu déconnectée du texte et du coup j'ai pas autant aimé je pense que la première fois que je l'ai lu. Mais j'étais contente de retrouver les personnages. Pour vous résumer le texte, je vais vous spoiler si je vous résume, je ne peux pas vous résumer ça. Je vais vous résumer le tome 1. Dans le tome 1, on va suivre Ophélie qui est destinée à épouser un homme qu'elle ne connaît pas, Thorn, qui vit sur le pôle alors qu'elle vit sur Anima. Donc elle va débarquer au pôle et elle va se dire oh mon dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu l'idée. Et ici, on va du coup creuser un peu plus certains personnages, notamment Archibald qui est mon personnage préféré, c'est pour ça aussi que c'est mon tome préféré, et on va se rendre compte qu'il y a des disparitions mystérieuses au clair de lune, qui est censé être l'endroit de la citatielle le plus inviolable en fait, c'est l'endroit où les personnages vont pour se cacher entre guillemets, ou pour être sûr de ne pas être dérangés ou être retrouvés. Et donc là, ça veut dire que le clair de lune n'est plus un gage de sécurité. Donc voilà, c'était bien, je suis contente de l'avoir relu. Ouais. Je ne sais pas vous dire de plus. Je pense que c'est quand même toujours mon tome préféré. Mais et oui, moins que la première fois que je l'ai lu. Et là on arrive à mon livre préféré du mois. C'est incontestable. J'aurais même pas besoin de d'essayer de créer un espèce de suspense. Mon livre préféré du mois c'est The Wedding People d'Alison Espach. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Espach. J'irai regarder comment on dit son nom. mais oui, c'est mon roman préféré du mois. C'était génial. Je peux pas trop vous résumer le texte. Je vais essayer sans vous spoiler et après je vous fais une version un peu spoilante. En gros, on va suivre Phoebe qui décide d'aller dans un hôtel, comme ça, parce que pourquoi pas. C'est un hôtel dans lequel elle rêve d'aller depuis longtemps. Et elle se rend compte qu'en fait, y a un mariage le week-end où elle décide d'y aller. Et ça l'embête et en même temps, tant pis. Et c'est pour ça dire que le texte s'appelle The Wedding People. Et elle va rencontrer la mariée. Et elles vont forger une relation, on va dire. Voilà. Maintenant, avec un petit côté spoil, si vous avez envie de partir, c'est maintenant. On découvre très rapidement dans le premier chapitre en fait que Phoebe va dans cet hôtel pour mourir. Parce qu'elle veut se suicider. Yay! Voilà. Et si elle forge une relation avec la mariée, c'est parce que la mariée se rend compte en fait. Enfin, elle dit la mariée littéralement qu'elle va se suicider. Et donc la mariée lui dit non mais non. Parce qu'en fait c'est la semaine de mon mariage. Donc tu ne fais pas ça en fait. Donc je suis désolée, je suis obligée de régler ce truc parce que voilà. Donc elle lui dit non, en fait non, pas cette semaine, c'est mort. Donc non. Et donc de là va naître une amitié, on va dire. J'espère que j'ai fait une chronique parce que ce livre était formidable. Oui, oh, waouh, joie. Alors, j'ai commencé ce texte parce que je savais pas quoi lire en fait, je savais pas quoi écouter. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas celui-là. Je l'avais vu passer sur Goodreads, je crois qu'il a pas été élu. Ah si, il a été élu vainqueur de la meilleure fiction en 2024 sur Goodreads. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, on va tenter, et puis si c'est pas bien, on arrête, voilà. Donc, comme d'habitude, parce que quand un texte est beaucoup mis en avant, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'ai pas envie de le lire parce que je cours dans l'autre sens et voilà. Mais je me suis dit, allez, allons-y. J'avais en fait le léger spoiler que je vous ai donné là, je l'avais entendu en fait dans des chroniques de booktubeuse et je me suis dit, bon bah écoute, on va tenter, peut-être que c'est bien. Et j'ai adoré, c'était génial, j'ai adoré ce livre, c'était formidable. En fait, au fur et à mesure que je le lisais, j'étais là. C'est pour ça que je lis des livres, c'est pour avoir ce sentiment, c'est pour quand je lis un livre me sentir comme ça. Et c'était, je sais pas, je me sentais connectée au personnage de Phoebe, je me sentais bien avec elle, c'était rafraîchissant aussi. Elle a une attitude en fait et elle décide de faire des choses qui sont un peu à l'opposé de ce qu'on attendait à l'origine et de ce qu'elle faisait avant et de ce qu'on attend de nous en général et de ce qu'on fait en général dans la vie de tous les jours. Et du coup c'était, je sais pas, c'était, voilà, est-ce que c'était cosy, je sais pas. Mais c'est vraiment une lecture doudou. Je me dis, si jamais j'ai un moment, j'ai un coup de mou, je peux relire ce texte et je me sentirai, je pense, mieux. Mais du coup, je peux pas vous dire grand chose parce que, du coup, si vous n'avez pas écouté l'espèce de micro-spoiler, je peux pas vous parler du livre, en gros.
Mais on va essayer, je vous mettrai des sections spoilers. Bon déjà, je me suis dit en fait en lisant ce livre que peut-être je devais arrêter de lire les livres que j'avais envie de lire, ce qui est complètement débile mais pourquoi pas. Et parce qu'en fait ces livres que j'ai très envie de lire, souvent j'ai des attentes assez grandes, assez élevées. Et ben en fait, souvent les textes n'arrivent pas à la hauteur de ces attentes. Ou alors j'en attends des choses qui sont pas du tout ce que je vais obtenir. Et du coup, ben, j'aime moins le livre, ce qui est comme ça. Là, c'était un livre où je m'attendais à rien. Et du coup, voilà, c'est le genre de livre qui... Comme Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, je m'attendais à un truc quand même. Je m'attendais à de l'essai. Mais oui, en fait, je me dis que ces livres dont je n'attends rien sont en fait les meilleurs que je lis. Alors, on va reprendre à partir du Male Spoilers. Lecture ultra rafraîchissante où je me suis sentie juste bien. J'avais envie d'être avec Phoebe. Oui, c'était top. Alors, c'est toujours en lien avec le Male Spoiler, donc si vous ne savez rien de ce livre, je vous mets spoiler si vous ne savez rien de ce livre. Étant donné qu'elle manque son suicide, on va dire, qu'elle rate son suicide, en tout cas Phoebe ne se suicide pas, elle se dit que tous les jours qui viennent après sont des bonus et que donc elle peut faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut, puisqu'elle n'est pas censée être là, en fait, en gros. Et c'est... Enfin, il n'y a plus de... Pour elle, en fait, il ne peut plus y avoir de conséquences qui ont vraiment une importance énorme, puisque de toute façon, elle est censée être morte. Et cette espèce de façon de vivre, cette espèce de philosophie de vie, elle l'applique et je trouve ça, mais je sais pas, c'est juste ultra rafraîchissant. Elle décide d'être elle-même avec les gens qu'elle rencontre. Quand elle a envie de dire non, elle dit non. Quand elle a envie de dire oui, elle dit oui. Elle est honnête, très honnête. Elle est même franche avec la mariée, par exemple. Et je trouve, enfin oui, je trouvais ça, je sais pas, ça m'a... J'ai adoré cet aspect du texte. Elle n'est en fait plus, elle se sent plus concernée en fait par la société et par les attentes éventuelles des gens autour d'elle ou ce qu'elle imagine ou ce qu'elle pense être les attentes de la société. Ouais, s'en fiche complètement. Et du coup, ça donne l'impression que tout est possible en fait. Il y a tout un tas de portes devant elle et tout un tas de chemins qu'elle peut prendre et voilà, elle peut réinventer complètement sa vie et c'est juste super intéressant comme. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça. Ouais, c'était beau. J'ai adoré la fin, et donc la spoiler. J'ai adoré la fin parce que elle tombe amoureuse, clairement, et lui aussi. Mais elle ne se retrouve pas avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour en fait. On sent qu'il y a une espèce d'alchimie entre les personnages, mais ça s'arrête là. Parce qu'elle décide qu'elle veut faire quelque chose. Enfin, elle prend sa vie en main. Son mari tente de revenir, et c'est non. Et elle ne se met pas avec quelqu'un d'autre. Elle décide de louer un cottage, si j'ai bien compris, ou en tout cas un endroit un peu isolé où elle va pouvoir être tranquille, mais elle ne se retrouve pas avec un travail non épanouissant comme elle en avait un avant. Elle n'est plus avec son mari et elle n'est pas avec un autre mec. J'ai trouvé ça génial. Merci, cette fin était... Voilà, c'était top. En fait, ce roman, il pose tout un tas de questions à travers Phoebe, mais aussi à travers la mariée qu'elle va rencontrer. Et là, à nouveau, spoiler quand même. En fait, Lila n'a pas envie de se marier avec le marié qui s'appelle, je crois, Gary, c'est ça? Si je me souviens bien. Oui. Elle l'aime pas, en fait pas du tout. Et elle veut juste faire ce que son père voulait qu'elle fasse, c'est-à-dire se marier. Et petit à petit, on se rend compte qu'elle montre sa véritable personnalité à Phoebe, mais elle n'est pas elle-même avec les autres gens qui l'entourent, notamment avec la famille de Gary, en même temps avec sa sœur avec qui ça passe pas du tout. Et en fait, elle est amoureuse du beau-frère de Gary, c'est-à-dire le frère de sa première femme décédée, Jane. En fait, c'est tellement évident, Phoebe s'en rend bien compte, et elle finit par lui dire, mais tu l'aimes pas en fait, te marie pas si tu l'aimes pas. et voilà, c'était... Ouais, c'était... En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un parallèle entre Phoebe et Lila. Enfin, Lila se sent exactement comme Phoebe avant qu'elle décide de mourir, et donc Phoebe essaie de l'aider, et en fait, en quelque sorte, Lila, elle aussi, va mourir, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment une mort plus symbolique. C'est-à-dire qu'elle vivait clairement une vie qui n'était pas faite pour elle. Elle mentait à absolument tout le monde, y compris elle-même. Et c'était tellement faux tout ce qu'elle vivait. Et même ce mariage d'une semaine où elle a dépensé absolument toute la fortune de son père. Oui, ça sonnait, tout sonnait faux en fait. Donc on s'imagine à la fin qu'elle va se tourner vers une vie un peu plus vraie. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les spoilers, ce que je comprends, ce texte en fait c'est surtout sur ce qu'on attend de nous
et sur les apparences. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, que je trouve vraiment très qualitative, et j'ai très envie de lire d'autres livres d'Alison Espach. Très envie de lire d'autres livres d'autrices. J'ai trouvé que c'était authentique, c'était drôle, c'était émouvant, c'était beau. Et en plus, j'ai écouté, du coup, j'avais l'impression que Hélène Leiza me racontait l'histoire. La narratrice est top, elle est géniale. J'ai envie de lire d'autres textes juste parce qu'ils sont lus par elle. Donc, voilà, merveilleux. Oui, et enfin, en conclusion de ma review, j'ai écrit qu'en fait, ce texte me donnait l'impression d'être dans la ligne droite, enfin dans le même dans le sillage en fait de How to Fail, et voilà, ça m'a rempli d'espoir et de joie, et ce texte était beau, et voilà, c'est assez rare en fait qu'un livre me fasse ressentir de l'espoir ou me rende joyeuse, parce que souvent je lis des livres qui plutôt me rendent triste en fait, et voilà, c'était vachement sympa quand même de sentir autre chose concrètement. Et donc The Wedding People est le meilleur livre que j'ai lu ce mois-ci. Et merveilleux. Formidable. J'adore. Lisez-le. Je ne sais que vous dire de plus à part. Lisez-le. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Il va sortir cette année en France en plus. Donc, vous allez bientôt avoir la traduction de ce texte. Lisez-le. Il sort en octobre, je crois, sous le titre L'invité surprise. Il n'a pas encore de couverture, mais dès qu'il sort, allez le lire. Et on passe à juin. Alors, le mois de juin a commencé avec un texte, je ne peux pas vous parler. Puis avec Every Time I Go on Vacation Someone Dies, oui ça. Every Time I Go on Vacation Someone Dies de Catherine Mack, qui a été traduit par... Il y a une suite qui est sortie... Non, pas du tout. Il y a une suite qui est sortie... Quand? Cette année? L'année dernière? Cette année. No one was supposed to die at this wedding. Ok. Donc, le premier tome s'appelle en français Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Voilà. C'était... Alors, je l'avais vu sur la chaîne de Books & Lala. En gros, pour résumer, c'est l'histoire de... Je ne me souviens plus son nom. Ça commence bien. Comment s'appelle ce personnage? Eleanor, voilà. C'est l'histoire d'Eleanor. Eleanor qui est autrice et qui écrit une série de romans. C'est des mysteries, donc des... C'est pas des thrillers, c'est pas des polars, c'est des... Oui, des romans où elle a une enquêtrice amateur en fait qui résout des enquêtes. Et elle en a marre de cette série et donc elle veut y mettre fin. Et elle décide de partir en book tour, donc en tournée de promotion de son dernier tome qui va sortir là, bientôt. Et avec elle, il y a plusieurs autres auteurs et il y a notamment Connor qui on va dire qu'elle... Donc elle s'est inspirée pour créer un personnage dans sa série. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, quelqu'un veut tuer Connor, voire quelqu'un veut la tuer elle. Et elle va devoir résoudre cette énigme avant que quelqu'un meure. C'est l'idée. J'ai bien aimé, je l'avais vu donc sur la chaîne de Books & Lala et elle avait visiblement adoré. Enfin, j'ai l'impression qu'elle avait débranché son cerveau pour vraiment aimer. Et moi en fait ça n'a pas fonctionné. J'avais envie d'aimer ce texte et... Il y a un truc qui m'a... Je sais pas. J'ai trouvé que c'était... Enfin, le ton ressemblait à celui de Ernest Cunningham. Everyone in my family has killed someone. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. J'ai lu les 3 tomes et j'ai aimé les 3 tomes. Mais là, du coup, je sais pas, j'ai trouvé... J'ai pas... Non. En fait, le ton utilisé par Benjamin Stevenson dans Ernest Cunningham fonctionne bien. Mais là, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas sur moi. Un peu dommage. Donc j'ai bien aimé, mais voilà. Puis c'était tellement... ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu trop de mystères cette année. Et si du coup... Enfin, après j'avais pas trouvé qui était le coupable. D'ailleurs maintenant que j'y pense... Oui, c'est ça me revient. Mais en fait c'était... Je sais pas, c'était alambiqué et c'était... Oui. Je sais pas. Je garde pas un bon souvenir de ce texte en fait. Mais je dirais quand même la suite. Et surtout la suite... Enfin la fin de ce texte. C'est déjà le début du tome 2 en fait. Ce qui est assez roublard. Parce que du coup on a immédiatement envie de lire le tome 2. C'est pas sympa. Mais bon voilà. Donc je lirai la suite. Mais ouais, je suis pas convaincue par ce texte. Un peu dommage. Ensuite j'ai écouté Classics of Horror, Frankenstein, Dracula
et je crois And Dr. Jekyll Right. Oui, c'est ça. De James Krasner, lu par James Krasner. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cet audiobook. Il fait partie de la série The Great Courses sur Audible, donc j'ai repris un mois gratuit. J'en ai écouté 2 et après j'ai arrêté. Et enfin j'ai arrêté de les écouter, j'ai écouté autre chose. Et enfin c'était bien, c'était intéressant, mais en fait je n'ai aucun souvenir. C'est un peu triste. Je crois que c'est lui qui avait écrit celui sur, enfin qui avait écrit et narré celui sur Sherlock Holmes. Faut dire en ce moment je pense à beaucoup de choses et du coup si le livre est pas ultra comment dire, si c'est pas un livre qui vous saisit direct, il y a des chances que je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Oui, c'est lui qui avait écrit Sherlock Holmes Beyond the Elementary sur le personnage de Sherlock Holmes et sur Arthur Conan Doyle qui était super intéressant d'ailleurs. Bah c'était bien, je suppose, parce que je l'ai bien noté au moment où j'ai lu, donc je l'ai aimé. Je crois que ça part en fait sur, enfin ça commence, ça évoque la genèse en fait de ses œuvres que je connais un petit peu. J'ai appris des choses quand même parce que par exemple sur Stevenson je savais pas du tout certaines choses. Donc ça parle de la genèse de ses œuvres, de la réception de ses œuvres. On évoque par exemple avec Dracula Carmilla qui est paru avant et The Vampire de Polidori. Donc voilà, c'était intéressant. Mais oui, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Ensuite, j'ai lu un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama que j'ai acheté aux Journées de la Rose à l'abbaye de chez Alice. Je sais que ça se dit chez Ali, mais je trouve ça moche donc chez Alice. Et je l'ai lu pratiquement immédiatement, je crois. Oui, je l'ai commencé le lendemain et je l'ai fini le surlendemain. Voilà. Donc c'était vraiment très bien. Mais c'est le genre de lecture cosy qui va vous rendre heureux, vous apporter des petites choses, c'est mignon. Mais c'est pas quelque chose qui va rester avec moi définitivement. En fait, les idées vont rester, ça c'est oui. Et ça va me faire du bien sur le coup. Mais c'est pas quelque chose que je vais relire de manière compulsive ou tout ça. Voilà, donc c'était chou. Donc je regarde à mon souvenir. En gros, ça se centre sur le café matcha, le café Marvel qu'on a vu dans un jeudi saveur chocolat. Donc ça se concentre au début sur le café Marvel et en fait après on va passer d'un personnage à un autre. Parfois ce sont des clients et parfois non. Et on va découvrir en fait leurs problèmes dans la vie en gros. Et comment ils vont outrepasser ce problème souvent. Alors par exemple, pour vous donner une idée, une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne vous le dirai pas, lisez le livre. Ou une grand-mère en froid avec sa petite fille, par exemple. Donc oui, c'est doux, c'est beau, et ça donne envie de... Enfin, ça donne l'impression d'un microcosme, et ce qui est pas le cas, hein, mais c'est, je pense, l'impression que tout ce genre de livres me font, l'impression que j'ai eue en lisant... au prochain arrêt de Hiro Arikawa, qui est mon préféré d'ailleurs de ce genre de littérature, on va dire, où on passe de personnage en personnage et où on est une espèce de microcosme qui on a l'impression que se crée un microcosme alors qu'en fait ils sont dans une ville gigantesque et que c'est par hasard en fait qu'ils se croisent. C'est aussi l'effet que m'a fait Un jeudi saveur chocolat et un autre texte de l'autrice, La bibliothèque des rêves secrets, voilà, que j'ai lu aussi. Elle a publié 2 autres textes entre temps, La forêt au clair de lune et... je n'ai pas me souvenir du dernier. Ah, oh, bien. C'est pas les chats quelque chose. Pas du tout, c'est Rencontre au parc inodé. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était avec des chats. C'est parce qu'il y a des couvertures. Non, c'est parce que sur toutes les couvertures de cette autrice, il y a des chats. C'est facile ça. Mais voilà, donc c'était sympa. C'est mignon. Et ça fait du bien en fait de lire ce petit genre de texte un peu qui vous rend un peu heureux et qui vous donne espoir en la vie. Ensuite, j'ai écouté Victorian Animals in Literature and Culture. Oui, c'est tout. De Deborah Morse, qui est aussi narré par Deborah Morse, et je ne m'en souviens pas non plus. Alors, je me suis dit que j'allais jamais lire ces livres parce qu'il y a des textes, notamment des textes où on parle d'animaux. Ah, d'ailleurs, elle m'a spoilé Charlotte Web. Merci, j'avais envie de le lire. C'était le seul que j'avais envie de lire en fait. Voilà. Great. Mais en fait, elle parle beaucoup, enfin, ces textes en fait dont elle parle par exemple de Black Beauty de Sewell, Anna Sewell, je crois. Je vais vérifier parce que je dis n'importe quoi. Mais elle parle beaucoup de textes en fait qui vont mettre en avant la souffrance animale. Et je sais hein, que ça existe la souffrance animale. Hein, je suis végétarienne, il y a une raison. Mais pas envie de lire ça. Non. J'ai pas du tout envie de lire ça. Et j'ai quand même ajouté Black Beauty à ma wishlist. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que du coup ça
dénonce la dure vie des chevaux au XIXe siècle. Super. Et donc elle a décrit des scènes que... voilà, j'ai pas envie de lire ce texte, mais je vais le lire. Enfin, en tout cas, Black Beauty, je vais le lire. Mais oui, elle parle d'autres textes qui parlent de la souffrance animale, et c'est... voilà. Donc on a des considérations, en fait, sur les animaux en littérature, dans la culture, et à l'époque victorienne. Et c'est intéressant, mais encore une fois, je suis pas sûre d'avoir retenu grand-chose. Parce que je ne suis pas concentrée en ce moment quand j'écoute des audiobooks. C'est pour ça que j'en lis aussi peu aussi. Ensuite, j'ai lu enfin une de mes autrices préférées parce que, bon, il y en a marre de dire que je vais lire mes autrices préférées et ne jamais le faire. Donc voilà, là, ça y est, j'ai sauté pas, j'ai repris une de mes autrices préférées. Je me suis dit qu'en fait, avec cette année assez dure quand même, j'avais besoin d'une de ces autrices qui, quand je l'ai lu, je me dis mais... j'avais besoin d'une de mes autrices préférées. Et j'ai choisi une autrice qui écrit des livres assez courts, mais qui en fait c'est une illusion. Hein. Les textes sont courts, mais en fait ça se lit pas du tout vite parce que je trouve que c'est des textes qui sont... Déjà, mon édition, c'est écrit... Enfin, le nombre de mots par page, ça fait pas... Enfin là, le texte fait 250 pages. Un peu plus de 250 pages, c'est faux. En français, le texte va faire 400 pages, un truc comme ça. Donc c'est faux, c'est pas un court texte en fait. Mais je me suis dit, voilà, c'est le plus court que j'ai, donc on va partir sur ça. Et donc j'ai lu The Bird's Nest de Shirley Jackson. C'était... Voilà, j'étais trop contente de retrouver la prose de Shirley Jackson parce que je trouve qu'elle écrit incroyablement bien. Je travaille actuellement sur elle, puisque mon mémoire de master c'est sur elle. Donc forcément, c'est aussi pour ça que je l'ai lu elle et pas les autres autrices. Voilà. Et alors là, elle a décidé de se concentrer sur un sujet assez... Je pense que c'est assez peu... Enfin, on écrit assez peu sur ce sujet à l'époque où elle l'a écrit. Elle va prendre une jeune femme, parce que tous ses personnages principaux sont des jeunes femmes. Elle s'appelle Elizabeth Richmond, et elle va avoir un petit problème d'identité, en fait. C'est-à-dire que d'autres personnalités vont émerger et prendre sa place. Alors ça ressemble à de la schizophrénie, mais ce n'est jamais, enfin le mot ne sera jamais utilisé dans ce texte, et on va beaucoup plus parler de traumatisme, notamment de son enfance, et oui, en fait, du fait de vouloir se libérer en fait de cette société qui enferme les jeunes femmes, notamment à l'époque, puisque ce texte a été publié en 1950 quelque chose, hein 1954 aux États-Unis, donc oui, 1950. Donc c'est oui, en fait, souvent Shirley Jackson évoque le rôle des femmes dans la société américaine, le fait qu'elles soient souvent enfermées dans le rôle de femme au foyer, et là c'est aussi le cas. Mais elle n'est pas enfermée dans un rôle de femme au foyer, puisque ce sont souvent des jeunes filles, donc elles ne sont pas encore enfermées dans ces rôles, mais elles sont enfermées dans les attentes qu'on a d'elles. Voilà. Donc c'était... je ne sais que vous dire. La fin était... c'est du génie. C'est du génie, en même temps c'est terrifiant. Et donc je vais vous spoiler la fin maintenant, donc si vous ne l'avez pas lu, partez. En gros, à la fin, on comprend que le personnage principal, Elizabeth, qui a l'air guéri, est en fait toujours sous la coupe d'autres personnages, puisque sa tante et son docteur décident de la nommer, de donner un nouveau nom en fait, et ils la nomment avec leur nom à eux, c'est-à-dire qu'ils l'appellent Victoria Morgan ou Morgan Victoria, puisque le docteur s'appelle Victor et la tante s'appelle Morgan. Et donc elle n'a toujours pas d'identité, puisque ce sont eux en fait qui la dominent complètement. Et donc voilà, c'est un texte que je trouve intelligent, assez effrayant. C'est bien écrit évidemment. Lisez Shirley Jackson si vous l'avez jamais lu, c'est formidable. Mon texte préféré reste The Haunting of Hill House, mais je reconnais quand même que We Have Always Lived in the Castle, c'est-à-dire Nous avons toujours vécu au château, était considéré comme son chef-d'œuvre à l'époque, et c'est vrai que quand même c'est un texte qui va reprendre beaucoup plus de thèmes et qui va oui, les développer davantage, et voilà. Mais celui-là est un peu... Ok. Mais oui, elle a aussi une écriture très particulière. Elle utilise des mots bien précis, et il y a des passages parfois où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, et on comprend en fait qu'on est entré sans le vouloir dans la perception du personnage et plus dans la narration à la troisième personne. C'est juste génial. Je vous recommande. Et alors le personnage de Victor est juste insupportable. Alors il n'est pas au niveau d'Humbert, mais c'est un homme
qui est donc psychiatre, qui va prendre en charge Elizabeth, qui donc a des espèces de crises, et elle a des problèmes de santé clairement, et donc, mais c'est de la santé mentale, voilà, donc comme il est psychiatre, c'est lui qui va s'en charger, et il est mais insupportable. On a 2 moments où c'est lui qui, enfin en fait on lit son journal en quelque sorte, ou son rapport, donc il s'adresse à nous, en fait, non mais me parle pas en fait, juste me parle pas. Il est, mais voilà. Et je pense que Shirley Jackson s'est beaucoup amusée à écrire ce personnage détestable, insupportable, qui fait des commentaires, mais garde ça pour toi en fait, qui se prend pour un chevalier alors que mais pas du tout. Et Elizabeth, elle, devient une espèce de Mrs. Hyde, mais très jeune et qui est en fait ultra influençable. Et voilà. Et j'ai d'ailleurs écrit à certains moments dans le texte que je me doutais que Shirley Jackson à ce moment-là, elle riait en écrivant. Ça m'étonnerait pas. Et voilà. Et Morgan est un personnage. C'est un personnage en fait qui est libre clairement parce qu'elle n'est pas mariée et elle a décidé de prendre en charge sa nièce. Mais ça l'a aigrie en fait, cette espèce de responsabilité qu'elle a pris sans la vouloir, et du coup elle est devenue un personnage un peu détestable aussi, et voilà, il y a des, enfin en fait au fur et à mesure du texte on a l'évolution du cas d'Elizabeth qui est assez effrayant, et c'était trop bien, voilà. Et donc c'est à la fois drôle, un peu effrayant, triste aussi quand même, parce que bah, déjà cette fin, et puis bah, il y a des raisons pour lesquelles elle est comme ça, donc voilà, c'est dur, et oui, c'était, voilà, je vous recommande ce texte, il est trop bien. Il a été traduit il y a un moment en français, mais j'ai jamais trouvé le titre en fait. Je sais pas comment ils l'ont traduit. Quand mon ordinateur aura décidé de... Voilà, il a pas décidé. Je vais regarder sur mon téléphone en fait. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'arrive pas à le trouver. Je sais qu'il est... Enfin c'est une très très vieille traduction, et du coup je sais plus qui l'a... Je sais même plus c'est quelle maison d'édition, mais voilà. Mais du coup c'est un des textes moins connus de Shirley Jackson, mais vraiment je pense que je le préfère à X-Men, mais qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de The Haunting of Hill House et We Have Always Lived in the Castle. Voilà. Après clairement The Haunting of Hill House, il y a une espèce de nostalgie pour ce texte, donc bon, je suis pas tout à fait objective, mais c'est l'histoire de la vie lecteur, ça, de ne pas être objectif. Alors, il nous reste 2 livres, et nous allons terminer. Un autre livre que j'ai lu, c'est Le bonheur désespérément d'Audrey... Non, pas du tout d'André en fait. D'André Comte-Sponville, qui est donc un philosophe. Ça peut pas... Enfin, moi ça m'a intrigué en fait ce titre, parce que je me suis dit, mais... c'est un oxymore, non? donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et c'était ultra intéressant, ça évoque en fait l'idée qu'on ne peut être heureux que si on est désespéré, c'est-à-dire si on n'a plus d'espoir, c'est-à-dire si on décide d'abandonner l'idée de l'espoir en fait, et c'était ultra intéressant. C'est aussi très très court, c'est un discours en fait qu'il a fait, retranscription d'une conférence débat en 1999 dans le cadre des lundis philo, donc voilà, c'était super intéressant, et je lirai d'autres livres je pense d'André Comte-Sponville qui est somme toute quelqu'un d'assez intéressant et qui a des idées sympas à découvrir. J'ai évidemment annoté parce que j'ai trouvé ça ultra intéressant, puisque ça parle du coup évidemment du bonheur, de l'espoir. J'ai toujours eu une espèce de dégoût naturel pour l'espoir, parce que ça m'énerve en fait d'espérer, puisque s'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fait en fait, c'est juste espérer, c'est juste se dire oh là là j'espère que ça va bien se passer, mais en fait c'est l'idée qu'on ne peut absolument rien faire, et que bah, on n'agit pas en fait en disant qu'on espère. Donc c'est vraiment, enfin ouais, l'espoir c'est un truc qui m'énerve en fait. Mais enfin c'est bien sûr moi aussi, j'espère. Tout le monde, je pense. Mais du coup, c'était d'autant plus intéressant de me dire que j'étais pas juste complètement tapée, et qu'il y avait aussi des gens qui théorisaient en fait sur l'espoir. Et voilà, c'était vraiment... C'était assez en lien avec ce que je me disais déjà, et que je ne formulais pas du tout, parce que je n'ai pas l'esprit de ce monsieur et les connaissances et les mots de ce monsieur. Mais voilà, c'était ultra intéressant, et voilà, je peux vous lire un passage si vous voulez. Il n'est sagesse que de joie. Il n'est joie que d'aimer. Déjà ça c'est trop beau. Et ensuite il dit: même chez Platon ou Socrate, a fortiori chez Aristote ou Épicure, les moments de sagesse sont de ce côté-là, du côté de la joie, du côté de l'amour.
Se réjouir de ce qui est plutôt que s'attrister, ou ne se réjouir que de façon inconstante de ce qui n'est pas. Aimer plutôt qu'espérer ou craindre. La béatitude, pour reprendre le mot de Spinoza, est cet amour inespéré et vrai, éternel donc. La vérité l'est toujours, du réel que je connais. C'est l'amour vrai du vrai. Voilà. Et donc il finit en disant, en un mot ou plutôt en trois, le contraire d'espérer c'est connaître, agir et aimer. C'est le seul bonheur qui ne soit pas manqué. Et du coup ouais je trouve que c'est, enfin de manière ultra contradictoire, ça donne de l'espoir. mais oui c'était ultra intéressant. Donc je vous le recommande. J'ai d'autres livres d'ailleurs d'André Consponville que j'aimerais lire. Deux que j'ai à la maison et d'autres que j'ai juste en wishlist. Et enfin le dernier livre dont je peux vous parler, il y a un autre livre, il y a plusieurs autres livres que j'ai adorés, mais dès que je peux. Je vous en parle, je vous ferai des vidéos exprès. Je ne sais pas exactement quand je pourrais vous parler de tous ces livres parce que c'est un temps très long en fait dans l'édition pour accepter, acheter, éditer, traduire ce genre de texte. Donc je ne sais pas quand je pourrais vous en parler. Mais dès que je peux, je vous fais plusieurs vidéos sur ces textes. Peut-être plus sur ceux que j'ai aimés plutôt que les autres. Je ne sais pas. Est-ce que je vous parlerai de tout? J'ai dit le thé a duré toute la vidéo. Juste il est froid maintenant. Allez, 5 minutes. En 5 minutes, je peux vous parler du dernier livre, je pense, et vous parler, du coup, vous dire le nombre de livres que j'ai lus pour le travail. Alors, 43. Il y en aura 44 à la fin du stage, puisque je suis en train d'en lire un. Mais vous aurez 44 du coup. Donc je peux éventuellement vous faire une vidéo, pas avec les 44, par contre, je vous ferai plusieurs vidéos, je pense. Mais oui, voilà, 44 livres. Dont certains dont je ne pourrai de toute façon pas vous parler parce qu'ils ne sont pas publiés du tout. Voilà. Alors, donc... Le dernier texte dont je voulais vous parler, c'est La Passion Noire tome 3, La mémoire de Babel de Christelle Dabo. Dernier livre que j'ai lu un joint, que j'ai relu du coup, et que j'ai vachement plus aimé en fait en le relisant. Je l'ai écouté, et quand mes heures sur Spotify ont disparu, je l'ai fini en papier. Tout ça pour en fait pouvoir lire La Tempête des Échos, que je veux lire cet été. Alors j'ai proposé à une amie de le lire avec moi parce qu'elle ne l'a pas lu non plus. Mais je ne sais pas si elle voudra le lire avec moi. Mais voilà, je suis déterminée à finir cette série, cette année. Il y a plusieurs séries que je veux finir cette année, mais celle-là, je veux la finir cette année, sûr. Et donc, j'ai beaucoup plus aimé ce texte. Par contre, toujours... oui, je suis toujours gênée par ce qui se passe dans ce texte. Parce que... non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Spoiler. J'aime pas, en fait, que la relation entre... Ophélie et Thorne évolue ici, parce que je ne ressens aucune alchimie entre ces personnages. Pourquoi ils s'aiment? Ça se voit pas? Voilà. Donc non, j'aime pas cette partie du texte qui du coup prend beaucoup de place à la fin, puisque à la fin on a carrément une scène entre... Voilà. Donc ouais. Mais j'étais quand même, je me souviens que j'étais hyper intriguée par cette toute fin qui nous laisse entendre qu'il se passe quelque chose, mais quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment très envie de lire ce tome 4 maintenant, hein, de me relancer dedans parce que là du coup j'ai tout relu, donc tout est frais dans mon esprit. Donc je pense que je le lirai peut-être pas en juillet, peut-être après le stage, je sais pas, il se termine mardi, donc je ne sais pas, est-ce que je le lis? Non, je le lirai peut-être pas direct après le stage, je le lirai peut-être à la fin du mois, je ne sais pas encore. Mais, et je l'écouterai pas, je le lirai en papier, puisque je l'ai en papier. Peut-être que je l'écouterai quand ça deviendra difficile, mais voilà. Et je pense que je vais écouter La Ville sans vent, le tome 1, pour le relire. Comme ça je pourrais lire le tome 2 et finir aussi. Donc c'était oui, voilà, c'était une bonne relecture. Juste toujours pas mieux cette fin. Et c'est tout pour cette vidéo. Yes. J'ai mis quand même un moment à vous le faire. Alors, donc je vous ai dit le meilleur de ce mois. Alors le meilleur de mai, c'était The Wedding People, clairement. C'est top. Génial. Ce livre était formidable. En compétition avec Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow pour le meilleur livre de l'année. C'est sûr. Le moins bon. J'hésite entre Heretics of Dune et Philosophy. Parce qu'en fait, Philosophy, c'est pas qu'il est pas bon. C'est juste que c'est un peu la même chose que How to Fail. Du coup, c'est... voilà. Mais je dirais quand même Heretics of Dune pour cette scène finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi faire ça? Et alors, pour... Juin, c'était pas un mois top en fait niveau lecture quand on regarde ce que j'ai lu. Enfin, il y a des très bons livres que j'ai lus dont je ne peux pas vous parler, mais les meilleurs livres que j'ai lus en fait, je ne peux pas vous en parler. Donc parmi les livres là dont je viens de vous parler, les meilleurs, je dirais que c'est The Bird's Nest. En même temps, c'est évident puisque c'est Shirley Jackson. Donc, est-ce que j'allais dire autre chose? Évidemment que non. Et le moins bon, j'ai mis quoi là? Oui, j'ai mis Victorian Animals in Literature and Culture parce que j'ai pas vraiment de souvenir de ce texte. J'aurais quand même pu mettre Every Time I Go on Vacation Someone Dies parce que j'ai quand même été vachement déçue par ce texte. Donc voilà. Donc
voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez pris du thé et à manger, comme d'habitude. Je vais aller réchauffer mon thé. Voilà, je reviendrai pour un Media Book Freakout Tag qui ne prendra en compte que les textes que j'ai lus jusqu'au 30 juin. Parce que j'aime bien séparer là, les deux parties de l'année. Même si il me semble que la moitié de l'année c'est vraiment le 2 juillet, mais je m'en fiche, je fais 6 mois, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc je vous ferai un Media Book Freakout Tag, je vous ferai les meilleurs livres de l'année jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai fait la liste déjà. Et ouais, c'est pas... Où est mon texte en fait? J'ai laissé là. Oui, j'ai laissé là. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport aux années précédentes, je trouve. Mais c'est aussi parce qu'en fait je peux pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, parce que j'en ai lu vraiment beaucoup, et il y en a 44, enfin 43, moins 42, dont je peux pas vous parler. Donc évidemment dans les 42 il y a des textes qui sont géniaux et qui se retrouveraient dans les meilleurs de l'année. Mais voilà, je vais d'ailleurs faire une section exprès sur ces textes là dont je peux pas vous parler et qui font partie des meilleurs de l'année. Vous aurez donc un Media Book Freakout Tag et les meilleurs livres de 2025 jusqu'à maintenant. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Et je ne sais pas ensuite, j'ai déjà préparé une vidéo sur les meilleurs graphiques que j'ai lus et les meilleurs livres de science-fiction que j'ai lus. Voilà. Et je vous ferai peut-être aussi les meilleurs fantasy. Je sais pas. Je vous ai jamais fait de vidéo sur les sous-genres de la SF parce que je sais que je vous ai fait ça sur la fantasy, mais je vous ai jamais fait ça sur la SF, donc peut-être si ça vous intéresse. Et aussi, j'avais pensé à autre chose et j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui avaient commenté, qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.